Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Celui qui s'est installé entre moi et ma belle-fille ce mardi-là, dans la cuisine de mon appartement à Annecy, je l'entends encore quand je ferme les yeux. C'était au début du mois d'octobre, il faisait déjà froid sur le lac, et j'avais préparé une tarte aux pommes parce que mon petit-fils Léo adore ça. Il avait 6 ans à l'époque. 6 ans, et c'était la dernière fois que je devais le serrer contre moi avant très très longtemps. Mais avant que je vous raconte cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez aujourd'hui. J'aime savoir si vous êtes du Nord, du Sud, ou d'ailleurs dans le monde francophone. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne. Ces histoires, je les partage pour qu'elles servent à quelqu'un, quelque part. Je m'appelle Marceline. J'ai 68 ans. J'ai été bibliothécaire pendant 39 ans à la médiathèque municipale d'Annecy, et avant ça, j'ai élevé un fils toute seule à partir du moment où son père est parti, quand le petit avait 4 ans. Mon fils s'appelle Vincent. Il a 42 ans maintenant. Il est ingénieur dans une grosse boîte d'aéronautique près de Toulouse. Il gagne très bien sa vie, et il a épousé il y a 8 ans une femme qui s'appelle Ophélie. Léo est leur seul enfant. J'ai aimé Ophélie au début. Vraiment. Elle était jolie, polie, elle riait à mes blagues même quand elles n'étaient pas drôles, et quand Vincent me l'a présentée à la table d'un restaurant rue Sainte-Claire, je me suis dit que mon fils avait de la chance. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que je n'étais pas en train de rencontrer la femme de mon fils. J'étais en train d'être évaluée, inspectée, et j'ai mis des années à comprendre que je n'avais jamais passé l'épreuve. Les premiers signes, je les ai mis sur le compte de la fatigue, du travail, du fait qu'Ophélie est notaire et que c'est une profession qui prend de la tête. Elle ne répondait pas tout de suite à mes messages. Elle annulait les dîners au dernier moment. Quand je proposais de garder Léo le mercredi, elle disait qu'elle avait déjà trouvé une nounou. Quand j'offrais des cadeaux aux petits, elle remerciait avec un sourire crispé et le cadeau disparaissait dans un placard. Une fois, je suis tombée par hasard sur un petit cheval en bois que je lui avais offert pour ses 3 ans, intact, dans un sac destiné à Emmaüs. J'ai fait semblant de ne pas voir. Je me suis dit que je me faisais des idées, que c'était moi qui devenais trop sensible, trop vieille, trop quelque chose. Mais il y a eu ce mardi d'octobre. J'avais demandé à venir parce que Vincent était en déplacement à Hambourg pour son travail, et je voulais simplement passer un moment avec mon petit-fils. Ophélie m'a ouvert la porte avec ce sourire que je connaissais maintenant trop bien, ce sourire qui ne touche pas les yeux. Léo dormait encore la sieste. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, m'a servi un café que je n'avais pas demandé, et puis elle m'a dit, très calmement, en remuant sa petite cuillère, qu'il fallait qu'on parle. Belle maman, on a beaucoup réfléchi avec Vincent. On trouve que Léo est trop perturbé après vos visites. Il pose trop de questions, il devient capricieux, il refuse les règles qu'on essaie de mettre en place. On pense qu'il vaudrait mieux espacer les visites pendant quelque temps, le temps que les choses se stabilisent. J'ai posé ma tasse, j'ai regardé la table en formica, cette table qu'ils avaient achetée chez un brocanteur près du marché et dont j'avais payé la moitié parce qu'ils n'avaient pas les moyens à l'époque. « Espacé !» j'ai répété. « Et c'est quoi espacé, Ophélie ?» Elle a eu ce petit haussement d'épaule qu'ont les gens qui ont préparé leur réponse depuis longtemps. Disons une fois tous les 2 mois pour commencer, et toujours en notre présence. Pour son équilibre, vous comprenez. Je comprenais parfaitement. Mon petit-fils, que je voyais chaque dimanche, que je gardais 1 semaine entière chaque été dans la maison du Cap Ferret, à qui j'avais appris à lire les heures sur la vieille horloge de ma grand-mère, ce petit garçon, je n'allais plus le voir que 6 fois par an. Et toujours sous surveillance, comme une criminelle. « Vincent est au courant ?» j'ai demandé. « Bien sûr. C'est une décision commune. » J'ai voulu dire quelque chose. J'ai voulu protester, demander à parler à mon fils, exiger des explications. Mais à ce moment-là, Léo s'est réveillé et il est entré dans la cuisine en pyjama, les cheveux ébouriffés, et quand il m'a vu, il a couru vers moi en criant « Mamie Marcelinette » et il s'est jeté dans mes bras. Et j'ai senti Ophélie se raidir derrière nous. Je l'ai senti comme on sent un courant d'air froid, et j'ai compris que cette femme ne supportait pas ce moment-là. Ne supportait pas que mon petit-fils m'aime. Je suis rentrée chez moi en voiture le long du lac, et je n'ai pas pleuré. Pas une larme. J'ai fait ce que je fais toujours quand je dois encaisser un coup dur. Je me suis arrêtée à la boulangerie de la rue Carnot, j'ai acheté un pain de campagne, et je suis rentrée préparer une soupe. Couper les légumes, c'est une chose qui aide à réfléchir. La carotte demande qu'on lui donne du temps, le poireau qu'on l'écoute. À la 3e pomme de terre, j'avais compris 2 choses. La première, c'est qu'Ophélie ne voulait pas seulement m'éloigner. Elle voulait m'effacer.
méthodiquement, avec des mots polis, sous prétexte du bien, être de l'enfant. La deuxième, c'est que mon fils, mon Vincent, l'avait laissé faire. J'ai appelé Vincent ce soir-là. Il était à l'aéroport de Hambourg, il avait peu de temps, et quand je lui ai dit ce qu'Ophélie m'avait annoncé, il a soupiré. « Maman, on en a parlé tous les deux. C'est mieux comme ça pour l'instant. Léo a besoin de stabilité, c'est tout. Mais Vincent, j'ai dit, ma voix tremblait pour la première fois, c'est mon petit-fils. Je l'ai vu naître. Je l'ai gardé toutes les vacances. Tu te rends compte de ce que tu me dis ? Et il m'a répondu, et ces mots-là, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier jour, il m'a dit, maman, il faudra t'y faire. Ophélie est ma femme. C'est elle qui élève Léo au quotidien. Tu n'as pas à t'imposer. S'imposer. Voir mon petit-fils, c'était m'imposer. J'ai raccroché sans dire au revoir. Et là, dans mon salon, devant la fenêtre qui donne sur le clocher de Saint-Maurice, j'ai laissé tomber. Pas un sanglot bruyant, pas une crise. Juste des larmes lentes, dignes, comme tombent les larmes des vieilles femmes qui ont trop vécu pour se permettre des éclats. Les mois ont passé. J'ai vu Léo en décembre, 2 heures, chez eux, avec Ophélie qui faisait mine de ranger la cuisine, mais qui restait à portée d'oreille en permanence. Léo m'a demandé pourquoi je ne venais plus. J'ai souri, j'ai dit que mamie avait beaucoup de travail à la bibliothèque, alors que j'étais à la retraite depuis 3 ans. J'ai menti à mon petit-fils pour protéger sa mère. C'est ce qu'on fait, nous, les grands-mères. On encaisse, on sourit, on se tait. Pour les enfants. Toujours pour les enfants. En février, j'ai vu Léo 35 minutes chez eux. Ophélie avait prévu un rendez-vous médical juste après. En avril, j'ai vu Léo 1h30 dans un parc public, et c'est Ophélie qui surveillait. Je n'avais même plus le droit d'aller chercher mon petit-fils à l'école. Quand j'ai proposé une fois, Ophélie m'a dit que l'école n'autorisait que les personnes inscrites sur la liste, et que la liste, elle ne voulait pas la modifier, pour ne pas perturber Léo. Et puis, c'est arrivé. Un mardi de juin, presque 8 mois exactement après la première conversation dans la cuisine en formica, le téléphone a sonné, c'était Vincent. Et il avait sa voix d'enfant prêt à demander quelque chose. Cette voix, je la connais depuis qu'il a 4 ans. Elle n'a pas changé. « Maman, je voulais te parler de Léo. Tu sais qu'on l'inscrit dans une nouvelle école à la rentrée. Ophélie et moi, on tient à ce qu'il aille à l'Institut Saint-Bertrand. Tu en as entendu parler ? » J'en avais entendu parler, oui. L'Institut Saint-Bertrand est l'école privée la plus prestigieuse de Haute-Savoie, peut être de toute la région Rhône-Alpes. Les frais de scolarité tournent autour de 12 000 € par an pour la maternelle et le primaire. C'est l'école où vont les enfants des notaires, des chirurgiens, des héritiers d'entreprises familiales. Une école où l'on apprend l'anglais et le mandarin dès la grande section, où l'on fait du violon le mercredi après-midi, et où le simple uniforme coûte plus cher que ma garde-robe de toute une saison. Oui, j'ai entendu parler de Saint-Bertrand, j'ai répondu doucement. Et alors ? Alors voilà. Vincent a continué, avec ce ton qui faisait celui qui ne demande rien mais qui demande tout. Tu sais, avec Ophélie, on s'est lancé dans la rénovation de la maison, ça nous a coûté plus cher que prévu. Et l'école de Léo, c'est un investissement mais c'est lourd. On se demandait, enfin c'est Ophélie qui m'en a parlé d'abord, on se demandait si tu pouvais nous aider. Pour la première année. Après on s'organisera. J'ai fermé les yeux. Sur la table devant moi, il y avait le journal du matin, mes lunettes et une enveloppe de la banque que je n'avais pas encore ouverte. C'est à dire, j'ai demandé « Vous aider comment ?» Eh bien, financer la première année. 12 000 €. Tu as les moyens, maman. Je sais que papy t'a laissé quelque chose et que tu as ton appartement. Et là, j'ai senti quelque chose se figer en moi. Pas de la colère. C'était plus calme que ça, plus net. C'était comme quand on tourne une clé dans une serrure et qu'on entend le déclic. Mon fils, qui depuis 8 mois m'autorisait à voir mon petit-fils 6 fois par an sous surveillance, mon fils qui m'avait dit que je n'avais pas à m'imposer, ce fils-là me demandait 12 000 € pour l'école de l'enfant qu'on m'empêchait d'aimer. Je vais y réfléchir, Vincent. Donne-moi quelques jours. Bien sûr, maman. Prends ton temps. Mais on a besoin d'une réponse avant la fin du mois, parce que les inscriptions ferment le 30 juin. Nous étions le 12. J'avais 10 à 8 jours pour réfléchir. En réalité, j'avais déjà décidé. Mais j'avais besoin de ces 10 à 8 jours pour préparer ce que j'allais faire. Parce que, voyez-vous, ce que mon fils et ma belle-fille ne savaient pas, c'est que j'avais des amis. Des amis de toute une vie. Et l'une d'elles, Bénédicte, dont je tairai le nom de famille parce qu'elle est encore en activité, était directrice adjointe de l'Institut Saint-Bertrand depuis 15 ans. Bénédicte et moi, on s'est connus à la faculté de lettres de Grenoble, en 1975. On a partagé une chambre d'étudiante pendant 3 ans,
On s'est tenu la main quand mon mari est parti, et c'est elle qui m'a aidé à trouver un appartement à Annecy quand j'ai été mutée à la médiathèque. Bénédicte savait tout de ma vie, y compris l'histoire avec Ophélie. Je lui en avais parlé l'hiver dernier autour d'un thé, et elle m'avait écoutée, et à la fin elle avait dit « Marceline, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas effacer. » J'ai appelé Bénédicte le lendemain. Je lui ai dit « J'ai besoin d'un conseil, et peut être d'un service. » On s'est vu le surlendemain dans un salon de thé près de l'église Saint-François. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, elle a posé sa tasse. Elle a dit « J'ai mieux qu'un service à te proposer. J'ai une idée. » Voilà ce que Bénédicte m'a expliqué. L'Institut Saint-Bertrand, comme toutes les grandes écoles privées, fonctionne en partie grâce à des bourses d'excellence financées par d'anciens élèves, par des familles donatrices, par des fondations. Une bourse couvre intégralement les frais de scolarité d'un élève méritant pendant toute sa scolarité primaire. Pour créer une bourse pérenne, il faut un capital de 40 000 € placé en fondation, dont les intérêts couvrent les frais. « Marceline, » m'a dit Bénédicte, « tu as les moyens de créer une bourse. Si tu places 40 000 €, tu permets à un enfant de famille modeste de faire toute sa scolarité primaire chez nous. Et la bourse porte le nom que tu choisis. Le tien, celui de tes parents, ce que tu veux. Et les familles qui en bénéficient doivent rencontrer la donatrice une fois par an, lors d'une cérémonie officielle, où les enfants reçoivent leur bourse en main propre. » J'ai mis 3 secondes à comprendre la beauté de ce qu'elle me proposait. Si je créais cette bourse, et si ensuite, par un hasard que je n'aurais qu'à provoquer, mon petit-fils en devenait l'un des bénéficiaires, alors c'est moi, Marceline, qui financerait sa scolarité. Pas comme la grand-mère qu'on ignore, comme la donatrice qu'on remercie. Mon nom serait gravé sur une plaque dans le hall de l'école. Mon nom, que ma belle-fille refusait de prononcer à la maison. Mais il y avait un problème, j'ai dit. Léo n'est pas un enfant de famille modeste. Ophélie est notaire, Vincent est cadre supérieur. Ils ne rentreront jamais dans les critères. Bénédicte a souri. C'est là que ça devient intéressant, Marceline. La bourse Marcelinette, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est le surnom que ton petit-fils t'a donné, n'est-ce pas? Cette bourse, on va la doter d'un critère particulier, un seul. Elle sera attribuée aux enfants dont les parents ne contribuent pas eux-mêmes financièrement à la scolarité, aux enfants dont la scolarité est entièrement payée par un tiers. Tu vois? Je voyais. Si Vincent et Ophélie n'avaient pas l'argent pour payer Saint-Bertrand, s'ils comptaient sur ma contribution, alors techniquement Léo deviendrait éligible. Mais ils l'ignoraient. Ils ignoraient qu'une bourse Marcelinette existait. Ils allaient simplement croire que ma générosité avait pris une forme administrative un peu surprenante. J'ai débloqué 40 000 € sur mon livret. Je les ai versés en fondation auprès de l'Institut Saint-Bertrand, au nom de la Fondation Marcelinette pour l'éducation. Bénédicte a fait passer les documents en interne avec discrétion. La bourse a été officialisée le 21 juin. Le 25 juin, j'ai rappelé Vincent. « Vincent, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas vous donner 12 000 € chaque année. À mon âge, je dois préserver mes économies pour mes propres besoins, tu comprends. Mais j'ai une autre proposition. Je connais bien l'Institut Saint-Bertrand. J'ai des contacts là-bas. Je peux essayer de faire en sorte que Léo bénéficie d'une bourse d'excellence. Ça ne coûtera rien aux parents pour la première année, à condition que vous puissiez démontrer que vous ne contribuez pas. C'est une formalité administrative, ils me l'ont expliqué. Vous me confiez le dossier, je m'en occupe. Mais il faudra que tu attestes par écrit que vous ne pouvez pas financer la scolarité vous-même pour cette année. » Vincent a marqué un temps. Tu veux dire gratuit, toute l'année, voire toute la scolarité primaire si Léo continue à bien travailler? J'ai répondu calmement. Tu te rends compte? C'est plus de 60 000 € sur l'ensemble du cursus. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Il a couvert le téléphone avec sa main. J'ai entendu vaguement la voix d'Ophélie en arrière-plan. Quand il a repris la communication, sa voix avait changé. « Maman, c'est extraordinaire. Tu fais ça pour nous, vraiment ?»« Bien sûr, mon chéri, j'ai dit. Tu es mon fils. Léo est mon petit-fils. » Ophélie a pris le téléphone 2 jours plus tard pour me remercier. Sa voix était différente, presque chaleureuse, presque humaine. « Belle maman, je ne sais pas comment vous remercier. Vincent et moi sommes très très touchés. Vous savez que c'est très important pour nous l'éducation de Léo. Je sais, Ophélie, j'ai répondu. C'est très important pour moi aussi. Ils ont signé l'attestation comme on m'avait dit. Ils ont juré sur papier qu'ils ne pouvaient pas financer eux-mêmes la scolarité et que la totalité des frais serait couverte par un tiers.
Ils ont écrit ça sans réfléchir, persuadés que ce tiers, c'était une bonne vieille tradition pédagogique française qui aidait les enfants méritants. Ils ne savaient pas que le tiers, c'était moi. La rentrée de septembre s'est faite sans drame. Léo a porté son uniforme bleu marine, il avait l'air d'un petit lord anglais, et Ophélie m'a même envoyé une photo. C'était la première photo que je recevais depuis 8 mois. Elle a écrit dessous « Léo en route pour sa première rentrée à Saint-Bertrand, merci encore belle maman ». J'ai gardé cette photo. Je la regarde parfois, et j'y vois l'innocence de mon petit-fils et la naïveté méprisante d'une belle fille qui pense avoir piégé sa belle-mère. La cérémonie de remise des bourses était prévue pour le vendredi 15 novembre. Bénédicte avait insisté pour que tous les parents des boursiers soient présents. C'était la tradition de l'école. Une cérémonie en grande pompe, avec discours du directeur, photographie officielle, présentation de chaque donateur à la communauté scolaire. Vincent m'avait dit qu'il viendrait avec Ophélie. Ils étaient ravis. Une cérémonie à Saint-Bertrand, c'était un événement social qui se voyait dans le bon monde d'Annecy. Je leur ai dit que je serais peu, être là, peu, être pas, que je n'étais pas sûre, que mon dos me faisait mal en ce moment. Ophélie m'a répondu qu'elle prierait pour que je puisse venir. Le verbe prier, dans sa bouche, m'a fait sourire toute la soirée. Le matin du 15 novembre, j'ai mis ma robe noire en lainage, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'ai accroché la broche en grenat qui appartenait à ma mère. J'ai pris la voiture et je suis arrivée à Saint-Bertrand à 9h30. Bénédicte m'attendait dans le hall, à côté d'un grand panneau d'affichage où étaient inscrits en lettres dorées les noms des fondations donatrices. Et là, en haut à droite, je l'ai vue pour la première fois, Fondation Marcelinette pour l'éducation, donatrice Madame Marceline Rouvert. Bénédicte m'a serré la main. Elle m'a fait entrer dans la grande salle de réception. Vincent et Ophélie étaient déjà là, assis au 3e rang avec Léo entre eux deux. Ophélie portait un tailleur écru, elle parlait à voix basse avec une autre mère de famille, elle souriait beaucoup. Vincent regardait son téléphone. Léo, quand il m'a vu entrer, a écarquillé les yeux, il s'est levé d'un bond, il a crié Mamie Marcelinette à travers toute la salle. Plusieurs têtes se sont tournées. Vincent a froncé les sourcils, il a fait signe à Léo de se rasseoir. Ophélie s'est figée. Elle a souri ce sourire qu'elle a, mais quelque chose dans son regard a vacillé. Elle a dû se demander pourquoi je n'étais pas en train de m'asseoir à côté d'eux, pourquoi Bénédicte m'avait conduite vers les premiers rangs, réservés aux familles donatrices. Le directeur a commencé son discours à 10h précises. Un discours classique, sur l'excellence, sur l'engagement, sur la générosité de celles et ceux qui permettent à l'école d'accueillir des enfants méritants. Puis il a annoncé les remises de bourses. 3 familles avant nous. Des applaudissements polis à chaque fois. Et puis le directeur a dit, et c'est avec une émotion toute particulière que nous accueillons aujourd'hui la fondatrice de la bourse Marcelinette pour l'éducation, créée cette année et attribuée pour la première fois au jeune Léo. Une fondation portée par une femme exceptionnelle, ancienne bibliothécaire de cette ville, qui a voulu mettre ses économies au service de l'éducation d'un enfant qui lui tient particulièrement à cœur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Marceline Rouvert. Je me suis levée. Lentement. Je sentais le regard de tous les parents dans mon dos et surtout, je sentais le regard d'Ophélie. Je suis montée sur l'estrade. Le directeur m'a tendu un micro. J'ai regardé la salle. J'ai cherché Léo des yeux et je lui ai souri. Et puis j'ai parlé. J'ai dit « Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'accueillir. Cette bourse, je l'ai créée parce que je crois profondément que l'éducation est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant. Et parce qu'à mon âge, on commence à se demander ce qu'on laissera derrière soi. J'ai voulu laisser quelque chose qui dure, quelque chose qui porte un nom qui me tient à cœur. Marcelinette, c'est le nom que mon petit-fils Léo m'a donné quand il avait 3 ans, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer Marceline. C'est resté. Et aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je remets cette bourse à un enfant qui, par un heureux hasard, est aussi cet enfant-là. Léo, mon petit chéri, mamie t'offre toute ta scolarité dans cette école, pour les 5 prochaines années, et au-delà si ton travail le mérite. La salle a applaudi. Léo s'est mis à courir vers moi sur l'estrade, sans demander à personne, et il s'est jeté dans mes bras. Et j'ai entendu distinctement dans le silence respectueux qui a suivi mes mots, Ophélie qui chuchotait à Vincent « Mais qu'est-ce que ça veut dire, Vincent? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ?» C'est elle qui paie. Mais alors la bourse, c'était elle. Vincent ne répondait pas. J'ai osé un regard vers lui du haut de l'estrade. Il était blanc. Vraiment blanc, du blanc de cire des mauvaises nouvelles.
Ophélie avait les mains crispées sur son sac à main en cuir. Elle a relevé la tête, elle a croisé mon regard, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. De l'humiliation. Pas la honte des gens qui regrettent. La rage froide des gens qui réalisent qu'ils se sont fait avoir. Parce qu'Ophélie venait de comprendre plusieurs choses en même temps. D'abord qu'elle s'était vantée auprès de toutes les mères de l'école, ces derniers mois, de la bourse exceptionnelle que son fils avait obtenue grâce à ses mérites. Ensuite, que dans la salle, des dizaines de parents venaient d'apprendre que la grand-mère méprisée payait ce que les parents prétendaient mériter. Et surtout, qu'elle avait signé une attestation officielle déclarant qu'elle ne pouvait pas financer elle-même la scolarité de son fils, document qui était désormais public dans le dossier de l'école. Le directeur a repris le micro. Il a dit quelques mots aimables. La cérémonie a continué. Léo est resté blotti contre moi pendant le reste de la matinée, et personne, pas même Ophélie, n'a osé venir le chercher devant tout le monde. À la fin, quand les familles se sont dispersées vers la salle où était servi le cocktail, Ophélie m'a rejointe, seule. Vincent était sorti fumer une cigarette qu'il n'avait pas fumée depuis 10 ans. « Belle-maman », m'a-t-elle dit à voix basse, « vous nous avez humiliés. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois depuis 8 ans, je l'ai regardé sans peur. « Non, Ophélie, je n'ai humilié personne. J'ai offert une scolarité à mon petit-fils. C'est vous qui avez signé un papier en mentant. C'est vous qui vous êtes vanté d'une bourse de mérite qui n'existait pas. Et c'est vous qui, pendant 8 mois, avez tenu un petit garçon loin de la femme qu'il aime depuis qu'il est né. Aujourd'hui, vous découvrez ce que c'est d'être effacé d'une histoire qui pourtant vous concernait. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Imaginez ça multiplié par 8 mois. Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connais, Ophélie n'a rien trouvé à dire. Elle est repartie vers la sortie, ses talons claquant sur le parquet ciré du grand hall. Vincent est venu me voir 1 heure plus tard, dans le jardin de l'école où Léo jouait avec d'autres enfants. Il s'est assis à côté de moi sur le banc en pierre. Il a regardé ses chaussures pendant un long moment. « Maman, pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai demandé de l'argent, tu aurais pu me dire que tu créerais une bourse, on aurait pu discuter. » « Discuter, j'ai dit. Vincent, en 8 mois, tu m'as proposé de discuter combien de fois de la place que j'avais dans la vie de ton fils? Pas une. Tu m'as juste annoncé les décisions. Aujourd'hui, je t'ai annoncé la mienne. C'est juste un retour à l'équilibre. » Il a baissé la tête. Il pleurait, mon grand-fils ingénieur. Il pleurait sur un banc en pierre comme un petit garçon. Je n'ai pas mis ma main sur son épaule. Pas tout de suite. J'avais besoin qu'il sente, pendant quelques minutes, le poids du silence qu'il m'avait fait porter pendant 8 mois. Puis je l'ai regardé. J'ai dit, Vincent, à partir d'aujourd'hui, voici comment ça va se passer. Léo va à l'école que je paie. Je veux le voir 1 fois par semaine, à l'école, à la sortie, sans Ophélie présente. Je veux pouvoir l'inviter le dimanche chez moi, comme avant. Je veux retrouver ma place dans sa vie. Si vous refusez, je ne retire pas la bourse, parce qu'elle est garantie par contrat et qu'elle est pour Léo. Mais je dirai publiquement ce qui s'est passé. À toutes les mères de Saint-Bertrand, à tes collègues, au notaire avec qui Ophélie travaille. Je dirai comment on m'a éloigné de mon petit-fils pendant 8 mois et comment ensuite on m'a réclamé 12 000 €. Il a hoché la tête, très lentement. D'accord, maman, d'accord. J'avais perdu la tête, on avait perdu la tête. Pardonne-moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pardonner, c'est un mot trop facile. Je lui ai dit « On verra avec le temps, Vincent. Pour l'instant, on va recommencer à se voir. Et tu vas apprendre à protéger ta mère, comme ta mère t'a protégé toute sa vie. » Voilà, c'était il y a presque 2 ans maintenant. Léo a 8 ans. Il vient chez moi presque tous les dimanches. On fait de la pâte à tarte ensemble, on lit des livres dans la bibliothèque. Je lui ai appris à pêcher au lac avec une vieille canne qui appartenait à mon père. Ophélie ne me regarde plus en face. On se croise aux fêtes de famille, on échange des politesses, et c'est tout. Vincent a fait une thérapie. Il m'a écrit une longue lettre à Noël, à la main, 7 pages, dans laquelle il essayait de comprendre comment il en était arrivé à laisser une femme effacer sa mère. Je l'ai lue. Je la garde dans le tiroir de mon bureau. Je ne sais pas si je l'ai vraiment pardonné, mais je sais qu'on se parle, qu'on se voit, et que mon petit-fils sait que sa mamie Marcelinette est là. J'ai compris, à mon âge, qu'on peut aimer sans s'effacer, que la dignité n'est pas un luxe réservé aux jeunes, que les grands-mères ont le droit, elles aussi, de dire non.
Et que parfois, le plus grand acte d'amour qu'on peut faire pour un enfant, ce n'est pas de lui donner tout ce qu'on demande, c'est de lui montrer par notre exemple qu'une vie debout vaut mieux qu'une vie à genoux. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle raconte une autre histoire, celle d'une femme qui a découvert à 72 ans que son mari menait une double vie depuis 20 ans. Vous n'allez pas en croire le dénouement. Quand je repense à cette histoire aujourd'hui, depuis ma cuisine d'Annecy, avec le bruit du lac au loin et la photo de Léo en uniforme bleu marine posé sur le buffet, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui m'est arrivé. Chaque chose qu'Ophélie a faite a produit exactement le fruit qu'elle avait semé. Quand elle m'a éloignée méthodiquement de mon petit-fils, elle a creusé sans le savoir le trou dans lequel elle allait tomber. Quand elle a signé cette attestation en mentant, persuadée que la naïve c'était moi, elle a signé sa propre humiliation publique. Et quand Vincent a accepté tout cela par lâcheté, par confort, il a appris à ses dépens que les silences qu'on offre par faiblesse finissent toujours par nous être rendus en larmes. Je ne crois pas que la vie nous punisse. Je crois simplement qu'elle nous rend, à un moment ou à un autre, ce qu'on a mis dedans. C'est mathématique presque. Ophélie a méprisé une grand-mère, et elle a fini par mendier son aide. Vincent a effacé sa mère, et il a dû la regarder remonter sur une estrade devant 100 personnes. Léo, lui, n'a rien fait que d'aimer. Et c'est pour ça que dans toute cette histoire, c'est lui qui a gagné quelque chose. Une scolarité, oui, mais surtout une grand-mère debout, qui lui a montré qu'on peut être doux et ferme à la fois. S'il y a quelque chose que je voudrais que vous reteniez de mon histoire, vous qui m'écoutez peu, être en faisant la vaisselle ou allongé dans votre lit avec un thé, c'est ceci. Aimer quelqu'un ne vous oblige pas à disparaître pour lui. Une mère, une grand-mère, une femme, ce n'est pas un distributeur silencieux qui donne tant qu'on appuie sur le bouton. Le jour où j'ai cessé de croire que mon amour devait être servile pour être valable, ce jour-là j'ai retrouvé une dignité que j'avais oubliée depuis longtemps. Il m'a fallu 68 ans pour comprendre que la générosité sans limite n'est pas une vertu, c'est une démission. Et que la véritable intelligence, ce n'est pas de savoir donner, c'est de savoir quand, à qui et à quelles conditions. J'ai dû puiser au fond de moi une force que je ne croyais plus avoir. Pas pour me venger, parce que la vengeance est une affaire de petites âmes, mais pour enseigner, pour qu'à travers moi, mon petit-fils apprenne, plus tard, qu'on ne se laisse jamais effacer par ceux à qui on a donné la vie ou l'éducation. Si vous traversez quelque chose de semblable, si quelqu'un dans votre famille vous fait sentir, par 1000 petites choses que vous comptez moins qu'avant, ne baissez pas les yeux, ne vous excusez pas d'exister. Préparez votre réponse en silence, prenez le temps qu'il faut, et le jour venu, tenez-vous droite. Ce qui semble être la fin de quelque chose est presque toujours le début d'autre chose. À mon âge, je sais maintenant que la vraie vieillesse, ce n'est pas l'âge sur la carte d'identité. C'est le moment où on accepte d'être moins qu'on est. Et ce moment-là, je refuse qu'il arrive un jour pour moi.